said before, the field of my presentation is the use of both new materials in the construction of southern Italy railways, in particular that of the Avellino Rocchetta Railway. Before starting to talk about the Avellino Rocchetta Railway, I think it is essential to understand the historical framework of the creation of a national rail network in Italy. In fact, in Italy as well as in other European countries, the railway became a way to develop the economic, industrial, productive, commercial, tourist, and also cultural connection. In fact, railways allows the economic growth also of the innermost countries. Thanks to a new kind of connection. It allows the exchange of ideas and also the hybridization in the construction of the railways in the ideas of new system of construction, and also help the unification of the country of Italy, also in a landscape sense, because railway works became part of the Italian landscape. As it is well known, always, usually railways started to be starts to create a great network in the countries where there are present. There are a lot of mines, coal mines, above all. Unfortunately, Italy, and in particular southern Italy, has a lack of coal mines, and that is a reason for which the electric traction was one of the first driving forces in this country already at the beginning of the 20th century. This is true above all for the principal line, while the secondary lines had other type of traction. The creation of a rail network in Italy also had some critical issues. In fact, the need of a rapid connection of the major cities with the countryside also led to a speed in the design and the construction of the tracks, a choice of preferential routes, and a decision to locate some station some kilometers away from the historic towns that sometimes were posed on the hills. In this case, in fact, there are the creation of some stopovers towns. In fact, a lot of critical issues in the creation of a rail network derives from the morphology of the Italian countryside. In fact, it was a territory dotted by inland towns, as I said, with villas historically perched on the top of the hills. That led to the creation of grandiose work of engineering to cross rivers, lakes, and valleys too. That led to the use of new technologies, such as the rack and pinion system used in secondary narrow gauge lines in the innermost land of Italy, also for secondary lines, or the widespread of use of narrow gauge. As you can see in this map of the rail network in Italy till December 1860, there was a great difference between the development of a rail network between the northern part of the country and the southern. That was led by some political choices, a rapid industrial development of the northern part, a lower entrepreneurial capacity of the southern industrials, and also to an economy in the southern Italy more based on agricultural production. That led to a development also of secondary lines to offset the lack to the principal lines. After 1861, after the unification of Italy, the problem
operational problem, and it was partially solved thanks to the contribution of rail funds and also thanks to the contribution of rail engineers, but also by the creation of two main rail companies, the Italian Society for Meridional Railways and the Society for Mediterranean Railways. The first one was the society that was entrusted by the creation of network rail from the north to south on the Adriatic Sea, while the other society was entrusted of the creation of a rail network on the west side of the country. The first one of this society was also had also to create some transversal lines to connect the two main different rail networks. This is the situation in 1885, as you can see in this map. Thanks to the nationalization of the rail network, there was also, we can see, a typological and structural standardization in the construction, in particular thanks to the use of new materials such as iron that started to be used in the first works and buildings, railway buildings. In this slide there are two pictures. I compared the Gallabit viaduct in France and the Paderno Data Bridge in Italy that are quite similar in the construction. Also in the southern Italy there are a lot of bridges and viaducts built with iron chassis to speed up the railway construction. In fact, they were made with masonry piles that are necessary to support the maximum span of the iron girders, while the piles were made temporarily with wooden pylons and replaced with masonry ones till to reach a consistent rock layer in the underground. One of the experts who worked for the Italian Society for Meridional Railways was the famous engineer Alfredo Boutreau, who worked there from 1861 until 1879. He is very famous. He was very famous, and was a designer of more than 3,500 bridges and time iron canopies for the major Italian stations. In this picture, you can see the Ancona station in Middle Italy. While there are a lot of his great work also in southern Italy, we can see the canopy in iron and glass of the Naples Central Station built in 1865, but also that of the Bari Station in 1864, or that of Foggia Station that has a particular structure, arched structure. As I said before, southern Italy was quite poor in raw materials, but the presence of some materials are always important for the construction of the railways and was useful for the construction of a rail network. In fact, there are stone quarries used for the construction of the railway, but also for the stone trench. We can see a picture of the Avellino Rocchetta Railway, but also the great presence of water in southern Italy also was a supply for the steam locomotives. And in the end, last but not least, the use of oak wood, local wood, that was used for the sleepers, but also for some containing works. The rapidity in the construction of a rail network led to the import of coal and iron, and also attracted a lot of foreign investors. But it was also a way to develop a steel and iron industry also in southern Italy, and the use of a more rapid system for assembling iron structures. Here we can see a picture of the Italian Industrial Company of Metallic Construction that was founded by Alfredo Boutreau, aforementioned, in Castellammare di Stabia near Naples, and was
was one of the headquarters of this society. The other one was in Savona, in northern Italy. And on the other side, we have some drawings of one of the systems, the portable polytetragonal bridges system, that was patented also by Cotrou. As we can see, also in southern Italy, there are some important ironworks for the railway. I compared the two pictures, always the Gallambit viaduct by Gustavo Eiffel and the viaduct of Castellaneta, that is quite interesting structure by Alfredo Cotrou. In fact, on this railway, that was the Bari-Taranto railway, built in 1868, there are at least three of these iron structures that are characteristic with their iron lattice structure for the piers. The viaduct of Santo Stefano Ravine and that of Paladonello Ravine are built with two piers, two iron lattice piers, while the biggest one, the viaduct of Castellaneta, has a height of 60 meters and a length of 204, and has three of these piers, iron piers. Unfortunately, all these viaducts are no more visible because they were substituted in the 20s with Mansory railway bridge before, and then that of Castellaneta, as you can see in the picture, this picture, was also substituted with another bridge in concrete for the high speed. It is necessary a changing in the use of other kind of structure for the height of the new trains, but also for the speed of the new trains, so the oldest structure are no more useful. Another important iron structure is that of the Prince Bridge on the River Calore near Ladio on the Avellino Rocchetta railway. It is a quite interesting structure because it is a 300 meters length and 20 meters high bridge created with a gallery structure and with two only piles, two only Mansory piles. This is a bridge still in operation, but also for tourist journeys. As I said before, iron was just one of the foreign materials, but local materials are usually used to the construction of the railways. In the picture, we can see some factories for the production of stone and limestone used for the Mansory works and the hydraulic lines on the construction of the Avellino Rocchetta railway. This is the factory of Vallone Oscuro in Campania, and it's quite interesting that all these works need other trucks to support the transportation of work materials. In this picture, there is the quarry near Rocchetto Sant'Antonio, that is the last stop of this railway, that was used for the extraction of blocks for the embankment. Sometimes there is the need to create works of containing, because the soil were often claying. This is a drawing near the station of Castelfranci of one of this kind of works. As I said, local wood was also used for wooden planks to shore up the excavation works for the tunnels of new tunnels. In fact, the tunnels are one of the important works for the creation of a railway in southern Italy, above all in the Apennine region. In southern Italy, there are a lot of remarkable tunnels. Some of them are helical tunnels to overcome the problem of difference in height of the tracks. Here I have shown you some of the most important: the Capistrello tunnel in Abruzzo, or the Fratte tunnel near Salerno, or the Castelluccio tunnel near Potenza, on three different railways. But there is also an important tunnel on the Avellino Rocchetta railway, that is the tunnel of Montefalcione,
that has a length of 2.5 kilometers and a slope of 2.5 per thousand. Sometimes also bricks were preferred in the construction of bridge viaducts and rail works because of their ease of production and installation. Also, in the case of the Avellino-Rocchetta Railway, there are some works in bricks. This was another way to develop this kind of industrial sector in southern Italy. But in the case of the Avellino-Rocchetta, there was the need to build two new kilns, Hoffman kilns, for the production of bricks, one in Nusco and the other one in Caliti. But there was also a production useful for the creation of the railway for the kiln in Manapalzati that was still in use for other kind of production. And today we can only see this kiln, this chimney of this kiln, because unfortunately this kind of production, industrial production, didn't lead to growing of this industrial sector in southern Italy. These are some works, some depots made with the iron, with bricks, as I said before, and a masonry and brick arched viaduct on Avella. As I said, bricks were also used in a lot of bridges and viaducts in southern Italy, and these are two examples of some of the greatest and the most important brick viaducts and bridges. Unfortunately, both of them are not more useful for rail transport because they were on abandoned railways. But there is a bridge that is, I think, the most important of the Avellino-Rocchetta Railway, the most important brick bridge, because it is quite important and quite particular because of the shape that it has a curved shape and also 60 arches with a span of about 11 meters each. At a height, the tracks are at a height of 50 meters, and I think they are also part of the landscape, and all these kind of works can be appreciated and have to be enhanced also thanks to the knowledge of these kind of works. And sometimes they can be they are known thanks to the use of some tourist railways, such in the case of the Avellino-Rocchetta Railway. It is my presentation. I'm sorry for before. Thank you. Thank you. Veronique, thank you very much. So, have you questions with this wonderful work? Puis-je intervenir? Oui. Alors, Isabelle, vous avez une approche analytique. J'ai donc souligné que son approche était à la fois analytique et j'ai souligné qu'elle avait fait une erreur à propos de la répartition des réseaux au lendemain de l'unité italienne et que la Compagnie de la Méditerranée a été créée en 1885 avec les conventions et que la Compagnie des Méridionaux, qui a été créée en 1862, a eu à partir de 1885 en charge l'exploitation non seulement de ses propres lignes, mais aussi du versant adriatique. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est l'importance des... Vous avez montré de très belles vues sur ces viaducs, parce que, justement, le grand problème de l'Italie, ce sont les Apennins. Le problème était la traversée, évidemment, les transversales
des Apennins. Et donc, voilà. Alors, au niveau, une question, donc je lui demande s'il y avait vraiment une importante présence d'industrie locale pour faire face à cette construction des chemins de fer. On the topic of the two different societies, yes, I was wrong. No, I did not explain well the situation. So I agree, totally agree. Yes, one of the main problem was to overcome Black Line, also in southern Italy and in northern Italy. And that was one of the biggest problems in the construction of a national way. Also today it is a problem for the high-speed trains. And the development of industrial sector in southern Italy for the construction of local materials, the construction of the railway network. Yes, there were some industries, but they do not led to a local growing of the industrial sector. After the end of the construction of the railway, in the case of the Avellino Rocchetta, this industry closed. So they are not useful for the terror in a long term. D'autres questions dans la salle? Oui, Linda. Federico Menichini, Sasso di Unico. This might be a punctualization, but I think another critical issue of railway network in Italy, it was the pre-unitary network, since it wasn't a single network, but multiple different networks with different scope and interest. So I'm touching the different network issue, since there are multiple different pre-unitary networks in Italy, and each one with different scope. So, for example, the Linea Adriatica was already in project before the unitary period, but with some different purposes. For example, the Papal State was not interested in connecting Ancona with Foggia. Also, it preferred to connect Ancona with Rome. And the same might go for the Sicily Kingdom, but they had already some arrangement to do this in Adriatica. Unfortunately, I didn't hear well. I think that is a question for the preference between the connection of Ancona with the Foggia, then to Ancona to Rome. Yeah, I think I might have lost the first part of the question, which was actually a punctualization. So another critical issue of Italy was that there was not a single network, that there were different, multiple small networks with different interests before the unitary period. So there was not a state building in progress. I hope I understand what you say. Obviously, there are different interests because the Adriatic line was an important line for exchange of goods and other kind of important for the exchange of goods, while the connection of Ancona to Rome, it was a quite difficult connection still today, thanks to the presence of the Apennine, and it is considered almost a secondary line
while Ancona Pozza and then Bari is one of the principal lines, and they will also have the high speed on that railway. Thank you. Je pense qu'il faut souligner, en fait, c'était pas évidemment les réseaux distincts sont liés évidemment à l'existence des réseaux et des étapes unitaires, mais on assiste au développement des chemins de fer italiens un petit peu, ça rejoint parfois certains modèles français ou même allemands. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des constructions de lignes un peu isolées, des principales villes vers les ports, et puis ensuite l'extension de ces réseaux à l'intérieur des États, mais à partir de l'unification en 1861, excepté évidemment pour les États pontificaux, il y a eu cette volonté de construire un réseau national, et par conséquent appuyé d'ailleurs par des grandes compagnies, comme la compagnie de Rothschild ou la compagnie des chemins de fer méridionaux, qui a eu le souci de construire le long de l'Adriatique jusqu'à Brindisi, etc. Donc il fallait joindre les provinces et les régions éloignées du sud de l'Italie pour consolider l'unification, une idée chère à Cavour, une idée chère aussi au courant saint-simonien. Indépendant des considérations militaires. La ligne, par exemple, de Turin à Gênes, certains intérêts économiques génois, mais surtout les militaires avaient très peur, évidemment, que le royaume sarde, à partir de Gênes, soit éventuellement envahi à partir du port de Gênes. Mais ça, ce sont des considérations qui ont toujours été un peu sous-jacentes lorsqu'il s'agissait de lignes entre un port important et l'arrière-pays. Merci beaucoup. Thank you very much, Isabelle, for your presentation, your work, en français. Et donc, je vais conclure cette partie donc, où on voit quand même beaucoup de résonance entre les différentes présentations, mais aussi toutes celles qu'on a eues précédemment sur les matériaux. Je laisse la main et la parole à Christophe Bouillon. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes parfaitement en retard, ce qui est classique. Donc, il s'agit donc de faire l'heure. Nous avons ici une dernière session, le 5e set, la question environnementale au sein du monde ferroviaire. J'en profite pour saluer Michel Merger, puisque nous sommes à l'heure de la sieste italienne, nous allons tous nous réveiller, puisqu'avec la question environnementale au sein du monde ferroviaire, avec 2 communications, nous allons avoir une approche inclusive, connectée, intergalactique. Et donc, 2 remarques venant de Bordeaux, train et écologie, la question de la LGV, GPSO est en soi un gordien, on pourrait y rester des heures. Et second élément, on a vu depuis le début que la question des ressources, de la substitution, de la sobriété, et qu'en l'occurrence l'électrification n'est qu'une solution très partielle en termes d'efficacité et d'efficience. Et je prendrai juste un exemple, durant les années 50, dans les rapports entre SNCF et EDF, tous les rapports qui calculent et qui demandent pour savoir s'il vaut mieux transporter le charbon par la SNCF vers les centrales thermiques, par exemple, de la région parisienne, ou s'il vaut mieux produire sur le lieu de production avec des réseaux d'interconnexion. Donc on a vu les réseaux, les points d'eau, on a vu tous les réseaux. J'ai trop parlé, nous avons donc 2 contributions. Nous avons d'abord à distance, donc I am glad introducing a PhD student from Iowa State University, Yadav Dirpol, je ne sais pas, I don't know the exact pronunciation, and you will present to us your paper, Conflicting Appropriation of Physiocratic and Routinization Age before the Construction of Railways in the 19th Century British Mauritius. Et après, nous allons avoir quelqu'un
je connais bien depuis son parcours bordelais, sur la mise en environnement des infrastructures énergétiques dans les systèmes ferroviaires, rien que ça, donc des années 1950 aux années 2000. Donc, it's your turn to speak. Donc, Yadav, donc, espérons que la technique va bien fonctionner. You have 20 minutes. Bon après-midi, tout le monde. Ma présentation serait en anglais, mais j'espère pouvoir prendre des questions en français également. Est-ce que vous pouvez m'entendre clairement? So my research paper is entitled Conflicting Appropriation of Physiocratic and Routinization Knowledge Before the Construction of Railways in Late 19th Century British Mauritius. It was actually my master's thesis, and I also take this opportunity to thank Raye and Histoire for the support they gave me during my master's. So, to go briefly on the colonial context of Mauritius, Mauritius was colonized by the Dutch, the French, the British, until it acquired independence in 1968. And within my research, one of the important years is the year 1810. And that was the year when the British conquered the island from the French. And in 1814, a Treaty of Paris was signed, where the French colonists and the British administrators would essentially coexist with each other. Why is it important in this context of railway construction? Because the railway being constructed by the British would be used, or was intended to be used primarily by the French sugar planters owners. Briefly on the chronology, the official procedures started in 1858. The first line was inaugurated in 1864 and the last one in 1904. My research at this conference is mainly on the decision-making process prior to the start of a construction. So why the study of railways in such a small island is relevant? Because railways were constructed in many British colonies such as India. But the uniqueness of Mauritius, but not only Mauritius, but also Réunion, which I will talk towards the end, was its isolation from within the Indian Ocean region, and how it actually led to innovative techniques being used. For example, in Mauritius to construct, it is not something I will go in depth in this presentation, but to construct these viaducts, a new method of launching geoders was proposed by Surgeon Hawkshaw, and this was debated intensely at the Institution of Civil Engineers. So by studying these processes of construction, we can actually study a broader process of industrialization within the Indian Ocean region. So within this field, I'm looking at the clash of what is termed climatic environmentalism with routinized technological process. So by the term climatic environmentalism, it is actually referred to these ideologies which developed in Mauritius during the French period, when the impact of deforestation was being felt. And Richard Grove, who wrote a very late Richard Grove, who passed away last year, who wrote the pioneering book Green Imperialism, narrated this process of how islands such as Mauritius were actually pivotal in understanding of changes in the climate. And it started during the French period. So when railways were being introduced, when we look at the decision-making process, we can see a certain clash
between these understandings of the environment, which has changed and which was changing, and what is termed by routinized technological processes. So the term routinization in the context of railway construction was mainly elaborated by Eileen Kerr with regards to the construction of railways in British India. But the same process which occurred in India actually translated to the Indian Ocean islands as well, notably through the engineers who traveled. For example, Sir John Hawkshaw, who was the consulting engineer in Mauritius, was also involved in railway projects, not only in India but around the world. So there was a routinization in these islands as well. So what was really this clash about? So there was on, actually we could say on four sides, there were French physiocrats who were not very visible in the government documents, but they voiced their concerns about the climatic changes and why a railway will no longer be viable because the environment of the island has changed so drastically. But then there was also the sugar planters, who were the ones who proposed the initial idea of constructing the railways, since they owned the majority of the sugar mills, and constructing these railways, as the map shows, would overcome these geological barriers, because in Mauritius there is a central plateau in between, which is quite rugged, and then eventually this decision to make the railways was made by the British government, and the British engineers took it. By looking at this clash, we can say it was a conflicting appropriation of technologies where different groups try to have their stakes in these decision-making processes. For example, even the British governor, Stevenson, voiced the concerns of his French physiocrat towards the large stage, and it's what I term a volte-face, where he said that the construction of railways should not be undertaken because of the concerns of some of the colonists who raised alarms and disappointments as the financial and agricultural conditions of the country have changed, and they were likely to change. So what were these concerns about? They were actually mainly related to deforestation, and how deforestation led to a decrease in the rainfall, and how this decrease in the rainfall affected the cultivation. And at that stage, this argument was not yet fully developed or understood, but interestingly, after the epidemic of malaria in British Mauritius, the miasma theorists and germ theorists dealt into this question of deforestation in more detail in the reports of the Sanitary Commission in 1882. And there was further discussions on how deforestation impacted on the island. But at that time, during the construction of the railways itself, we could actually see circulations between the French colony and the British over a rather long period of time. Here just two days, for example, in 1790s, there were already exchanges between botanists in Calcutta and those in Mauritius. And in the 1860s, there were these supranational scientific gatherings where these effects of the desiccation were being discussed in the broader imperial world. So the engineers were very much aware as well of these impacts, and they tailored the alignment according
to predictions of how the deforestation would play out. For example, James Longridge, in his report, he predicted that the southeastern district would play a crucial role in sugar production, while the northern part will witness dwindling production because of a lack of water related to deforestation. So the railways were actually, compared to the Réunion Island, which come towards the end of the presentation, pass through the inland of the island, not through the coastal. And it really helped to overcome this rock geology, as the various reports showed on it. And what finally happened before the construction was finalized was that the government found that the council within the government found there was no such scientific studies which showed that there were any environmental changes which occurred in the colony since the procedures started, and that the construction of the railway should continue. In this sense, we can say that the consulting engineers such as Sergeant Hawkshaw, who actually called to be part of the Great George Shaw clique in Great Britain because of their lobbying power, appropriated together with the sugar planters the construction process of railways in Mauritius. And briefly, within this research, I'm actually looking at the different archives within the Indian Ocean, and I'm also now trying to see what happened within the broader Indian Ocean world, particularly not looking in Mauritius in isolation. For example, the story of the Suez Canal engineers and the railways of both Réunion and Mauritius are connected in a very interesting way. In 1862, the viability of the Suez Canal was questioned when Ferdinand de Lesseps was embarking on its construction, and Said Pasha, the viceroy, asked Sergeant Hawkshaw, who was the main consulting engineer in Mauritius, whether it was viable or not. And Sir Hawkshaw, despite being a British engineer, gave a favorable report. And during the same period, Alexandre Theodore Lavallée and Paul Borel were the constructors of the Suez Canal Company, working on the dredging machines. And Lavallée would eventually become the main engineer, working on the port and railway projects in Réunion, while Hawkshaw would be the consulting engineer in Mauritius. And besides the interesting coincidences, which I'm still looking into, the Suez Canal, as Eric Bouloy wrote on his book on railways in Réunion, actually prompted itself the development of the harbour, the deepening of the harbour in Port des Galets in Réunion for the commercial steamships of the French Empire. And the port and railway project in Réunion were actually conceived together. And here's a comparison of railway alignment in Mauritius and Réunion, with the Réunion one going across the coast and the Mauritian one going inland. And when the Réunion project was being discussed in the Chambre des Députés, there were references to Mauritius, but it is very interesting that it was not an imitation of British railways, because Joseph Locke, for example, in 1858, who was one of the president of civil engineers, wrote that the French railways had been in great, like they were imitative
based on the British railways. So he said the railway had been in a great measure perfected in England before it was introduced in France. Accordingly, the mode of construction, wholly imitative, has been throughout, with scarcely an exception, a repetition of ours. But when we compare the construction processes in Réunion and Mauritius, we find that they're actually quite unique. And even the concerns were rather different in Réunion and Mauritius. For example, in the Annales de la Chambre des députés in 1877, we see that these physiocratic concerns which related to deforestation, which were present in Mauritius, were not really much discussed in Réunion, regarding Réunion. So the focus, for example, was more on the need for the port to save lives, and on the negative aspects of the railway, it was more on the economic aspects rather than these physiocratic concerns. So, to conclude, and to come back to the construction of railways in Mauritius, which was actually the main focus of the research paper, it was not a simple matter of simply constructing the railroads, but it involved circulations and appropriations over a time period which could actually be said to span 1 century, and in space including the Indian Ocean region. Physiocratic ideologies and routinization processes circulated and clashed. So, that is my presentation. Thank you. Donc, thank you so much. Donc, regarding the time, it was most relevant and very interesting, the comparison within the Indian Ocean between Mauritius and the Réunion, and the question of utilization, the question of technology transfer appropriation, and the question of the difference of all the stakeholders and the origin of the stakeholders. I think now you have several questions. Je n'ai pas appuyé sur le micro, donc on n'entend rien du tout, c'est facile. Donc, I am sure that now, managing all the technologies, the low technology level of the president. Est-ce qu'il y a des questions? Heureusement. Our main organizer. Merci. En français, ça marche ou sinon en anglais? Oui, ouais, c'est bien en français. Merci. Merci beaucoup. Ma question, c'était du coup, est-ce qu'on peut essayer de remonter aux métropoles, en fait, de retourner vers l'Angleterre et la France, et de se dire que ces conceptions qu'on voit un peu se confronter dans le milieu colonial, est-ce qu'on peut en trouver des généalogies ou des descendances en remontant dans les métropoles et dans la façon dont les rapports chemin de fer nature se déploient en France ou en Grande-Bretagne? Et autrement dit, quelle est la dimension coloniale derrière toute cette question? Est-ce que le milieu colonial change les choses ou pas? Vaste question. Vaste question. Oui. Je vais essayer de répondre en français, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en français, mais pour revenir sur la question de la généalogie du métropole du chemin de fer en France et Grande-Bretagne, en fait... Recording stopped. Recording in progress. Je n'ai pas trop parlé dans cette présentation, mais les ingénieurs qui travaillaient sur le chemin de fer à Maurice étaient regroupés dans l'Institution of Civil Engineers en Grande-Bretagne. Et ces ingénieurs étaient des ingénieurs qui voyageaient dans l'Empire britannique
en Inde, en Europe. Et les discussions au Institution of Civil Engineers, on peut tracer une certaine généalogie, pas seulement en France ou en Grande-Bretagne, mais aussi dans les autres colonies. Par exemple, il y a en Inde le Bhol Incline, c'est appelé BHORE. Et le Bhol Incline était réputé pour le relief, c'est-à-dire les pentes étaient steep, si j'avais le terme anglais. Et quand on construisait les chemins de fer à Maurice, et quand John Hawkshaw était le consulting engineer, il a pris la décision que les chemins de fer peuvent surmonter ces pentes. Et les discussions et l'inspiration étaient venues du Bhol Incline. Et John Hawkshaw lui-même était assez controversé par rapport à ces pentes parce qu'il y avait deux écoles de pensée. Une qui disait qu'on doit éviter les grandes pentes, mais il y a une autre école de pensée à cette époque qui disait qu'on peut faire des pentes et les technologies vont être adaptées à ces pentes. Et John Hawkshaw était de l'école de pensée qui favorisait ces grandes pentes. Mais l'autre innovation à Maurice, c'était aussi par rapport au lancement de GIADES pour la construction des ponts. À Maurice, c'était quelque chose d'innovant et c'était aussi quelque chose qu'il discutait au Institution of Civil Engineers. Mais pour moi, par rapport à cette question de généalogie, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment les expériences dans les colonies ont aidé à façonner la construction des chemins de fer à travers l'Empire. C'était pas que... Recording in progress. Et sur l'aspect colonial, on peut dire par exemple que les chemins de fer à Maurice étaient construits que quand les Anglais sont venus, mais l'idée était là avant la colonisation anglaise, ou tout juste au début de la colonisation anglaise. Mais les French sugar planters eux-mêmes ne pouvaient pas construire les chemins de fer. Et l'autre aspect colonial assez intéressant, c'est l'ouverture du canal du Suez. Parce que avec l'ouverture, il y avait cette besoin de relier les petites îles insulaires dans la grande impériale économie des empires. Merci beaucoup et pour cet effort en français très précis et puis ce dialogue entre colonie, colonialisme, impérialisme, circulation, appropriation, low-tech, en tout cas tout à fait passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pour votre question. Oui, je suis Jackie Thomas. Bonjour. Je voudrais poser une question concernant à la fois un aspect technique et un aspect lié au relief de l'île Maurice. La plupart des réseaux coloniaux ont été construits avec un écartement submétrique, à l'exception d'une partie de l'Afrique du Nord et d'une partie du réseau égyptien. À ma connaissance, avant la période de décolonisation, tous les réseaux ont été construits à l'écartement submétrique. Or, il me semble que le réseau de l'île Maurice a été construit à l'écartement standard. L'île voisine, à 200 km, l'île de la Réunion, a été construite à l'écartement submétrique. Comment expliquez-vous
que l'île Maurice ait bénéficié de l'écartement standard alors qu'il n'y avait pas de connexion possible avec d'autres territoires, puisqu'elle était un territoire insulaire. Vous avez la parole. Oui. En fait, je n'ai pas la réponse précise, mais je me rappelle bien, c'était par rapport aux pentes. Les chemins de fer peuvent, les technologies de chemins de fer peuvent surmonter les pentes, et aussi c'était par rapport aux personnalités même de certains talk shows qui étaient connus pour encourager les standard gauge railways. En tout cas, la comparaison avec la Réunion est vraiment effectivement très très intéressante. J'ai eu l'année dernière un mémoire de master sur la Réunion durant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est classique, les insuffisances du réseau réunionnais, avec un étudiant réunionnais, et les archives là-dessus sont assez considérables. Il est temps, effectivement, de passer donc à Yves Bouvier, jeune professeur à l'Université de Rouen-Normandie, et qui est membre à mes côtés, en particulier du comité d'histoire de l'énergie et de l'électricité, et qui présente donc la mise en environnement des infrastructures énergétiques, qui fait l'interconnexion dans les systèmes ferroviaires. Alors, il promet beaucoup des années 1950 aux années 2000. La régie générale m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 18 heures. Moi-même, pour revenir malheureusement à Bordeaux, la ligne coopérative ne fonctionnant pas, j'ai le temps d'aller donc par la navette ferroviaire qui fonctionne très bien au demeurant jusqu'à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, où je pourrais donner tous mes coups de fil. Mais non, parfait. En tout cas, bravo pour l'organisation. Et bravo pour l'hybride, parce que les multiples réunions que j'ai eues se sont terminées par des Waterloo. Donc là, jusqu'à présent, c'est entre Austerlitz, Jena, Friedland, et Hilo peut-être. Bravo, merci beaucoup à Romain Sanchez aussi. Et je crois que c'est Cécile qui a le nombre de pas maximal. Sans accident professionnel. Et ça risquerait de terminer aux archives SNCF. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Donc je souhaite commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de cette manifestation, notamment parce que ça me donne en effet l'occasion de m'exprimer sur ces questions de chemin de fer finalement pour la première fois, et donc un petit peu comme François Jarry hier, je voudrais anticiper un petit peu certaines questions en réclamant une indulgence par rapport à une certaine méconnaissance du milieu ferroviaire. Et si je me suis intéressé, si j'ai intéressé à ces questions, c'est en venant, non pas donc de l'histoire des chemins de fer, mais de l'histoire de l'énergie, de l'histoire de l'entreprise. Et lorsque l'appel à communication a circulé, autour des questionnements sur ces rapports entre énergie et environnement qui sont omniprésents dans évidemment les questions énergétiques et les entreprises énergétiques. Et je me posais tout de même des questions sur le fait de savoir ce qu'il en était du côté des chemins de fer. Et l'entrée par les matérialités me semblait ici tout à fait intéressant. Et alors, en effet, en termes de questionnement, voilà, il ne s'agit pas ici d'adopter une approche d'histoire environnementale, c'est-à-dire qui permettrait d'essayer d'évaluer l'ensemble des impacts ou des effets sur l'environnement. Georges Ribeil, hier après-midi, a dressé un panorama assez complet des différentes possibilités, mais plutôt ici de voir comment est-ce que la question de l'environnement apparaît autour des infrastructures énergétiques. Donc les enjeux environnementaux qui sont associés aux énergies, que l'on connaît, alors qu'ils ne sont pas forcément formulés dans les mêmes termes, évidemment, suivant les époques, ont-ils été repris tels quels dans le système ferroviaire? Est-ce qu'il y a des particularités dans la façon d'envisager l'énergie des chemins de fer dans son rapport à l'environnement?
c'est un petit peu les enjeux, la question effectivement ici de la circulation, des transferts, des conceptions de l'environnement entre des domaines techniques qui sont imbriqués depuis évidemment très longtemps. Et alors, dans son panorama hier, et puis ça a été évoqué à plusieurs reprises, il est évident que la question du charbon a longtemps dominé ce rapport à l'environnement à travers ses fumées, à travers ses risques également, cela a été dit. Mais moi je vais m'intéresser à la période qui commence sensiblement après la Seconde Guerre mondiale, alors tout en rappelant qu'il y a quand même un temps long des systèmes énergético-ferroviaires, et Christophe Gounod évidemment sur les complexes électrico-ferroviaires autour de l'UBPOL, la Compagnie du Midi, Paris-Orléans a largement montré cela, comment naissent, avant même la Première Guerre mondiale d'ailleurs, des nouveaux équilibres au sein des technologies ferroviaires, mais en internalisant en fait la production d'énergie avec l'hydroélectricité, de façon à ne plus dépendre à la fois des prix et des approvisionnements en charbon. Ici, dans ce contexte de la reconstruction, donc après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va retrouver une sorte de généralisation de cette conception sous l'impulsion de Louis Armand et autour du principe qui est celui de faire des économies de charbon. Alors, ça semble assez évident, et pourtant ça ne l'est pas forcément tant que cela. Dans la séance du conseil d'administration de la SNCF du 22 octobre 1947, Louis Armand, qui est à cette époque directeur général adjoint de la SNCF, dresse un vrai programme à 10 ans pour l'électrification ferroviaire, son accélération. Alors à l'époque c'est encore en 1500 continu, en 1500 volts continus, c'est pas le 50 Hz qui est tout juste lancé en termes de recherche. Et l'argument principal est celui des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'il compare le rendement des locomotives à vapeur, qui est de 1 kg de charbon pour un cheval vapeur-heure, avec le rendement des centrales électriques, qui est de 0,4. Donc la conclusion est assez simple, c'est que même en utilisant de l'électricité produite à partir du charbon, l'économie réalisée est de l'ordre de 55%. Pour la nation. Pour les comptes de la SNCF, ce n'est pas une mauvaise chose non plus, mais notamment parce que le charbon de meilleure qualité est un charbon qui doit être importé. Mais il s'agit bien ici de se positionner dans les liens avec EDF, mais pas seulement, au service de l'économie nationale. Par ailleurs, le passage à la locomotive à vapeur, cette accélération à la locomotive électrique, se traduit aussi par une réduction des frais de main-d'œuvre de 30 à 40%, à la fois sur le fonctionnement et sur la maintenance. Donc ça, c'est véritablement l'argument essentiel développé par Louis Armand. Et il évoque donc un objectif de faire que la locomotive électrique représente 40% du trafic à 10 ans, au lieu des quelques 10% de l'époque. 1,5 million de tonnes de charbon économisées par an, etc., etc. Alors ce qui est intéressant ici en termes d'environnement, c'est que, évidemment, en plus de ces arguments économiques, un autre argument apparaît et est mentionné, un argument qui est particulièrement cher à Louis Armand, qui est la suppression des fumées, qui, je cite, rendait sales et malsaines les habitations riveraines. Alors, plutôt riveraines des gares que forcément le long de tous les lignes, c'est vraiment l'espace urbain qui est ici privilégié. Donc cette thématique des fumées, elle est intéressante parce que dans les travaux d'histoire de l'environnement, et notamment de Geneviève Massard-Guilbault, il y a toute cette mise en évidence de la cheminée qui fume, de la locomotive qui fume, de l'expression de la puissance par la fumée, mais il s'agit là vraiment d'une représentation associée au XIXe siècle, et dès la fin du XIXe siècle, elle commence à être très sérieusement remise en cause, et les ingénieurs eux-mêmes, Louis Armand en est un bon exemple, cherchent véritablement à réduire ces nuisances, ces pollutions,
tous ces débordements en quelque sorte hein, de l'industrie ou ici de la machine à vapeur dans l'espace public. À condition, on est bien d'accord, et c'était l'argument que j'ai évoqué, à condition que ceci s'accompagne d'économies financières. Alors, Louis Armand est évidemment ici personnalité centrale, notamment parce qu'on va le retrouver à l'initiative de différents comités et associations qui ont été étudiés par Stéphane Friou. La création, alors citez pas le comité interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique en 1961, alors, qui prend la suite d'un autre comité qui avait été créé quelques années plus tôt, et puis de l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique, créée en 1958. Ces deux organismes naissent après le grand smog de Londres de 1952. Je me rappelle juste, hein, en décembre 1952, à Londres, il y a à la fois un brouillard et du coup, une production importante d'électricité par des centrales thermiques, et un smog, donc des poussières de charbon qui restent associées au brouillard, qui provoque de façon immédiate et reconnue 5-6 000 décès, plutôt de l'ordre de 12 000 décès supplémentaires en un week-end suite aux réévaluations qui ont été faites. C'est un véritable traumatisme à l'échelle européenne, hein, et dans tous les pays européens, la question de la pollution atmosphérique s'invite dans l'agenda, et en France, elle est notamment prise en charge par des médecins, des industriels, des technocrates, des hauts fonctionnaires, qui vont être les premiers finalement à essayer d'agir, de réglementer, de normaliser un petit peu cette question de pollution atmosphérique. Et Louis Armand, avec le CATPA et le CITEPA, hein, prend l'initiative de regrouper les industriels pour diminuer la pollution atmosphérique. La SNCF, mais aussi bien sûr les entreprises pétrolières, EDF, Gaz de France. Et là, on a une loi en France, la loi de 1961, hein, Stéphane Friou, dans un article très récent, on a montré la généalogie. Alors, Stéphane Friou interprète un petit peu cette action de Louis Armand comme étant une façon pour les industriels de faire reposer la plupart des contraintes sur les particuliers, sur les modes de chauffage, et au nom d'une autorégulation, finalement, de ne pas faire grand-chose. À mon avis, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Je pense quand même qu'il y a une vraie volonté, enfin en tout cas il y a de vrais investissements pour capter les fumées, dispositifs fumivores, etc. Et réduction des fumées de la part de ces industriels. Mais en effet, hein, ils souhaitent éviter une législation par trop contraignante. Donc on a ici finalement une vision de l'environnement, et une vision qui intègre l'énergie et les transports au nom d'objectifs nationaux, dans un intérêt national, hein, d'une bonne gestion économique et financière des ressources charbonnières et des pollutions qui peuvent y être associées. Alors il serait intéressant, et voilà, je n'ai pas du tout croisé cela, enfin je n'ai pas du tout exploré ce type d'archives, mais de voir si du côté de la SNCF, la problématique environnementale apparaît aussi dans la médecine du travail, donc qui est la médecine du travail en France qui est officiellement créée en 1946, alors qui se met en place, alors qui existait déjà sous d'autres formes et qui s'institutionnalise dans les entreprises dans les années suivantes, mais pour voir si en effet hein, cette question des pollutions et des nuisances au travail est repérée, identifiée. C'est le cas à EDF je ne sais, et à Gaz de France, je ne sais pas du tout ce qu'il en est du côté de la SNCF. Donc là, on a ici une imbrication entre rail, énergie et environnement, qui est donc en quelque sorte réactivée à travers un discours technophile, d'économie, de façon assez classique. Juste, évidemment, pour rappeler hein, que bien sûr la SNCF produit une partie de son électricité, notamment à travers toutes ces installations dans les Pyrénées. Mais cette vision, elle va être modifiée. Alors, plutôt d'ailleurs aux toutes fins des années 60, tout début des années 1970, plutôt que sous l'effet du choc pétrolier. Donc ici, on est plutôt 3-4 ans avant. Alors on peut, encore une fois, citer Louis Armand, hein, qui, au 3e congrès de cybernétique ferroviaire à Tokyo,
en gros, c'est des études sur l'introduction de l'informatique dans la gestion des chemins de fer. Il prononce l'allocution de clôture en avril 1970, en évoquant ainsi au moment où l'on commence à se préoccuper sérieusement de la pollution atmosphérique, le chemin de fer peut se targuer d'échapper aux reproches d'y contribuer en raison de la disparition quasi totale de la machine à vapeur et de son remplacement sur une très large échelle par la locomotive électrique. Et en effet, en 1970, les machines à vapeur ne représentent plus que 2,7% des parcours de la SNCF. Alors il y a aussi du diesel, mais l'électrique s'est très largement imposé. Alors, ce tournant des débuts des années 1970, il faut le replacer en effet dans le contexte de la création du ministère de l'Environnement, 1971, Louis Armand en étant aussi l'un des initiateurs à travers le rapport pour une politique de l'environnement de 1970. Il y a, Florian Charvelin l'a montré, bien sûr la cellule embryonnaire au sein du ministère de l'Agriculture, des débuts de mobilisation d'opinion publique, mais de façon assez disparate, et finalement, et tel que Olivier Dard l'a aussi très bien analysé, davantage une reconversion de hauts fonctionnaires venant des milieux de l'aménagement du territoire, et qui se reconvertissent dans l'environnement, à l'image de Serge Antoine, à travers donc cette vision par le haut, politique publique, intérêt national, qui consiste à considérer l'environnement comme étant une priorité des sociétés dites modernes. C'est tout à fait les discours de Georges Pompidou à l'époque d'ailleurs, ici. Et donc on a, pour le rail, d'autant plus dans une entreprise qui gagne un peu plus de liberté à partir de la réforme de 1969, eh bien on a en quelque sorte l'application de ce programme politique, public, environnemental, à travers eh bien, les choix qui sont faits ou qui sont confirmés. Alors, je l'ai évoqué pour mémoire, mais on est bien sûr avant même le choc pétrolier, donc dès 1970-71, dans le lancement du programme nucléaire français, qui va être accéléré avec Pierre Messmer et après le choc pétrolier, mais qui est déjà lancé, voilà, sensiblement avec des objectifs tout à fait importants. Et on est sur ce contexte de la concurrence rail-air-route qui concentre une bonne partie des actions de la SNCF, et notamment de son service recherche, confié à Roger Guibert en 1966, et qui qui commence à imaginer ce que va être le chemin de fer à grande vitesse, avec, vous le savez, je ne vais pas du tout le détailler, différents modes de traction qui avaient pu être envisagés, et le choix finalement de l'électrique qui va s'imposer, là aussi, avant même le choc pétrolier. Alors, pour le contexte, il y a quand même une sorte de petit choc pétrolier déjà dès 1971 en fait. Les déclarations et les accords de Tripoli et Téhéran de l'OPEP font que le pétrole cher est déjà une véritable menace avant 1973. Et après ce choc pétrolier, on entre bien dans une politique d'économie de l'énergie, et la SNCF, comme toutes les entreprises publiques, évidemment se doit d'économiser de l'énergie. Cela passe par une consommation accrue d'électricité. Alors à l'époque, pourtant, il s'agit d'électricité principalement produite à partir du fioul, donc d'hydrocarbures, puis progressivement, toute fin des années 70 et années 80, toujours l'hydroélectricité certes, mais aussi du nucléaire. Et là, on peut se poser la question, finalement, alors qu'il y a tous ces mouvements antinucléaires, cette nébuleuse écologiste, des multitudes de contestations locales et de plus en plus coordonnées, qui sont pour EDF et donc pour un producteur d'électricité évidemment une épine dans le pied, enfin un peu plus qu'une épine d'ailleurs, qu'en est-il pour les chemins de fer? Eh bien en fait les associations écologistes et notamment les Amis de la Terre sur la question de la ligne TGV vont s'intéresser à la destruction de milieux naturels, éventuellement au bruit, mais finalement absolument pas évoquer l'argument de l'origine de l'électricité. Et donc le TGV et la SNCF vont pouvoir utiliser, en quelque sorte, ni vu ni connu, de l'électricité nucléaire, sans absolument que cela apparaisse dans les débats.
la question n'apparaît pas davantage du côté des associations de consommateurs, hein, notamment l'UFC Que Choisir, hein, qui a une posture antinucléaire assez affirmée et qui reste complètement absent de ce débat concernant les transports. Du côté des syndicats, là, il faudrait voir avec Renaud Bécaud s'il y a des pistes sur une intégration de l'environnement à l'intérieur des syndicats. Hein. CFDT probablement un petit peu, CGT aussi en fait, hein, de façon tout à fait précoce. Mais là c'est une limite de ma communication. Je ne sais pas du tout s'il y a du côté des syndicats de la SNCF hein, une prise en compte de l'environnement affirmée dès les années 1970. Dans ces années 1970, la SNCF commence à se positionner comme étant une entreprise pour la défense de l'environnement. Alors, c'est en 1978 le rapport de Pierre Guillaumat sur la politique des transports qui critique vivement la gestion de la SNCF et qui ne parle pas de privatisation, mais en tout cas qui remet un petit peu en cause le modèle SNCF. Et en réponse, en octobre 1978, hein, les dirigeants de la SNCF mentionnent tous les bienfaits du train pour l'économie nationale. Et le premier argument qui est mentionné, c'est celui de l'indépendance énergétique. Et également arrivent les faibles nuisances à l'environnement. Et là, c'est de façon très claire hein, une comparaison avec la route, avec les 13 000 morts par an de l'automobile, avec toutes les pollutions associées à l'automobile. Et le train, 1978, commence à se présenter comme étant une technologie propre de mobilité, propre, là aussi, pour l'intérêt national. Donc on trouve, je vais passer vite là-dessus parce que je vois que le temps défile, mais on trouve hein, dans la revue générale des chemins de fer toute une série d'études des services de recherche présentant les différentes modes de traction, notamment le diesel, et intégrant la pollution atmosphérique et les moindres fumées dans l'argumentaire. Sur ce début des années 1980, il y a de véritables études sur l'environnement qui sont menées à la SNCF, à la demande du ministère de l'Environnement, hein, ce bilan de la ligne TGV Paris-Sud-Est. Et quand on le regarde, la dimension énergétique n'apparaît absolument pas en tant que telle. Il y a l'agriculture, les milieux naturels, l'hydrologie, donc autant de réponses d'ailleurs aux associations en fait, environnementales. Hein. Et les infrastructures énergétiques sont simplement évoquées à travers l'insertion paysagère. Voilà. Mais la question fondamentalement de d'où vient l'énergie, pas complètement une petite question, n'est absolument pas mentionnée. C'est finalement à travers des préconisations européennes dès 1971 et renforcées à partir de 1992 que la SNCF va un peu plus complètement s'emparer de cette question environnementale. Il y a en 1992 un livre vert de la Commission européenne. Alors, un livre vert de la Commission européenne, c'est un livre un petit peu qui se veut toujours un peu provocateur, un peu polémique, et qui prépare un livre blanc, qui est un livre un peu plus approfondi de recommandations débouchant sur une politique européenne. Et la SNCF publie son propre livre vert du transport ferroviaire, d'ailleurs, hein, la même année, histoire de bien montrer qu'elle ne se retrouve pas forcément dans les directives européennes et dans le fait de placer le débat à l'échelon européen. Et je voudrais terminer en 3 minutes, si vous le permettez, sur une troisième partie qui va être cette partie sur la période justement après 1992, période au cours de laquelle le réchauffement climatique s'impose comme étant la problématique environnementale majeure, au point parfois d'éclipser toutes les autres, hein, vous le savez aussi bien que moi. Et c'est le moment où il y a une institutionnalisation de l'environnement au sein de la direction générale de la SNCF, avec donc une première mission en 1992, une direction déléguée en 1997, et en 1998, la publication d'un premier rapport environnement, alors qui détaille hein, tous les atouts du train, tous les atouts environnementaux du train. On le retrouve également dans les publications de la Revue générale des chemins de fer, hein, sur la moindre pollution, l'efficacité énergétique, le travail sur les paysages, voilà. Donc,
tous les dispositifs sont évoqués. Et concernant l'énergie plus précisément, eh bien, c'est l'achèvement ou le quasi-achèvement de l'électrification, des dépenses d'hydrocarbures en nette baisse à partir des années 1990, donc un nouvel effort d'électrification, et le train qui est cette fois-ci présenté comme une technologie verte permettant de préserver l'atmosphère, préserver la planète. Alors, ceci est d'autant plus affirmé que se multiplient les études sur le réchauffement climatique et les effets du transport sur le réchauffement climatique qui incriminent la voiture, l'automobile, de façon absolument systématique. C'est le cas ici dans ces séminaires européens des ministres des Transports, organisés en 1992. Et le train se présente même donc comme étant l'outil d'une relance environnementale. C'était un petit peu excessif, mais en tout cas, c'était parfois les discours adoptés. Voilà, et on trouve des comparaisons de ces atouts environnementaux. Alors, c'est une période où, pourtant, la SNCF va céder en quelque sorte ce qui est l'une de ses cartes maîtresses, à savoir sa production hydroélectrique. Puisque en 2003, mais de façon complète en 2007, eh bien, l'infrastructure de production, l'hydroélectricité maison, est cédée au groupe Electrabel et ensuite intégrée à Engie. Et il y a bien un axe stratégique qui est celui du verdissement du train, du développement durable dans l'entreprise, avec ici la reprise de tous les discours du programme des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable. Mais la production d'énergie d'origine renouvelable est justement cédée. Alors c'est aussi une façon probablement, enfin ça a été imposé à la SNCF aussi, dans le cadre des concessions électriques, et c'est ici une façon de voir comment finalement le système énergétique a été introduit. Et je voulais conclure en mentionnant le fait que la question des énergies de traction est toujours d'actualité. Alors on ne parle plus bien sûr de charbon, de fuel, on parle désormais de quelques biocarburants, les huiles de colza qui sont utilisées sur des TER pour grandes villes par exemple. Voilà. Mais les origines de l'électricité sont toujours marquées par un petit peu ce tabou du nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous achetez un billet de train, ce que nous faisons régulièrement, vous avez vos grammes de CO2 économisés. En revanche, évidemment, on ne vous dit pas combien de déchets à longue durée de vie vous avez produit en prenant le train. Donc il y a vraiment ce tabou du nucléaire, qui représente 80-85% de la production d'électricité en France. Mais en revanche, le développement ou la mise en avant de l'électricité renouvelable comme étant les fournisseurs, parmi les fournisseurs de la SNCF. Donc là, le sujet reste toujours présent dans ces termes-là. Et par ailleurs, dans tout ce que je vous ai un peu longuement, je m'en excuse, mais raconté, il est question d'électrification. Et ce matin, il a été question, enfin, il y a eu la présentation sur le réemploi des discours, donc je vais faire du réemploi scientifique. Qu'est-ce qui permet d'économiser du charbon à la libération? L'électrification. Qu'est-ce qui permet d'économiser du pétrole après les chocs pétroliers? L'électrification. Qu'est-ce qui permet de sauver la planète avec le réchauffement climatique? L'électrification. Et donc, en fait, on a quand même une constante d'ingénieurs, d'inertie technique aussi, des infrastructures, c'est certain, et un discours qui se réadapte, qui se transforme, mais qui finalement vient toujours justifier le fait d'avoir ces technologies électriques dont on n'interroge pas l'origine, je le rappelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette communication passionnante. Donc je serai très court, chronologie, bifurcation, on cache l'origine de l'électricité, l'électrification, la mystique de l'électrification dans la néo-électrification. On oublie quand même, et toujours aujourd'hui, parce que vous exagérez quand même 85% pour le nucléaire, c'est quand même un peu moins, mais c'est juste, c'est peanuts par rapport, on oublie quand même toute la filière hydraulique, et on oublie même d'ailleurs dans le débat entre le nucléaire et effectivement les énergies renouvelables, on oublie quand même qu'en France, c'est de loin toujours aujourd'hui l'énergie hydraulique, mais c'est autre chose. Je vois que
c'est le temps de faire l'heure que Arnaud passe à un large programme, que le président, mais il y a quand même le temps pour quelques questions par rapport à ces débats absolument passionnants. Et Georges, j'ai vu qu'il avait noté à juste titre 15 questions. C'est très bien, parce qu'on ça me ramène avec la SNCF, on avait un corps jusqu'à présent, on peut oublier. Louis Herman, c'est très bien tu as posé un nouveau portrait de l'homme qui est dans tous les lobbies européens. J'ignorais ce qui est dans les coups là, sur la propreté de l'air, etc. Bon, ça paraît assez anecdotique. Parce qu'on a choisi le courant alternatif, dans les arguments, on a dit c'est globalement plus économique que le courant continu. Aucune allusion n'est faite précisément aux économies d'énergie. Lorsqu'on crée le service de la recherche, lorsque Roger Guibert, le directeur général, crée le service de la recherche avec un vaste programme, aucune question ne porte sur l'énergie. On peut mettre, au contraire, en évidence, le fameux projet C03 à base de turbotrain. Au fond, c'est dans le contexte de l'époque, la concurrence aérienne, le modèle aérien, impact dur. Hein. Bon, donc c'est la voiture Corail, du point de vue version voyageur, c'est le turbotrain, du point de vue modernité technologique. J'ai évoqué rapidement que la décision en 1971, in extremis, avant que Pompidou ne meure, on lui tient la main, il signe à la fois le feu vert pour le nucléaire et le feu vert pour le TGV. À l'époque, la concurrence routière va impacter la SNCF, va sortir la rengaine. Nous sommes propres, nous ne consommons pas beaucoup d'espace, nous sommes vertueux, etc., etc. C'est du discours. En réalité, elle ne fait rien précisément. Je l'ai évoqué, la manière subreptice dont la ligne, la version grande TGV, derrière il y a le nucléaire. Alors, j'ai évoqué les Amis de la Terre, le document de 91, Samuel de Conivas avec la SNCF, qui est très content d'avoir un document, M. Samuel, qui est le président, qui approuve, et qui dit « Oui, nous n'aimons guère, certes pas l'énergie nucléaire, mais nous sommes d'avis d'utiliser le moins mal possible les centrales en place. » Voilà. Bon. Ce qui est intéressant, moi je note que dans la revue J'ai un chemin de fer, je pourrais te donner la statistique complète des articles. Il faut attendre en 1976 pour avoir un numéro spécial consacré à grande vitesse et environnement. Et ce n'est beaucoup plus tard, en 1994, qu'il y a un numéro global de la RGCF consacré à l'environnement au sens large et populaire. Donc, de mon point de vue, la SNCF, tu l'as évoqué, elle crée tardivement, il faut créer une direction, un service de l'environnement qui publie des petites brochures vertes, donc qui ne pèsent pas très très lourd dans l'organigramme, hein, c'est très clair. Pour terminer sur mes remarques, je voulais dire que, oui, par contre, on escamote que le TGV, du point de vue impact environnemental, oui, ben, il y a l'effet de la coupure, il y a l'effet du shunt. J'ai étudié, publié des travaux sur l'impact de l'arrivée, l'annonce du TGV à travers Lyon, qui bouscule quelques milieux paysans et surtout synergétiques, et moyennant quelques compromis, et on va passer outre. À l'époque d'ailleurs, le TGV a bénéficié de Chaban, ministre des Transports de la Vallonnée, qui est tout à fait favorable, et on crée le ministère de l'Environnement à Dijon, confié à Poujade, qui aura un lot de compensation avec la bretelle vers Dijon. Pour terminer, ça je reviens sur l'effet TGV, on l'a étudié longuement, l'effet coupure, l'effet shunt, l'effet, et surtout l'effet, beaucoup plus tard, de l'effet réseau à double vitesse. Que la SNCF longtemps niera la fracture ferroviaire et que M. Pépi reconnaîtra lors des 30 ans du TGV. Oui, il passera aux aveux, sous la torture médiatique, il avouera, oui, nous avons contribué à la fracture ferroviaire. Hein. Bon, donc, en termes d'impact, et comme tu l'as dit, pour résumer, le nucléaire est toujours caché derrière, sauf la séquence au fond turbotrain, on a cru et on a zappé, on est retourné au nucléaire. Voilà. Oui, avec ceci quand même que le choix du turbotrain, c'est associé à du nucléaire, mais en fait, du nucléaire à 15 ans. C'est-à-dire qu'au moment où finalement les choix sont faits, mais exactement la même chose pour le chauffage électrique, en réalité, c'est l'électricité produite à partir du fuel. Alors évidemment, 15 ans plus tard, ça sera avec du nucléaire.
Mais en termes de dépendance au pétrole et de consommation de pétrole, la production d'électricité était largement dépendante du fioul à ce moment-là. Oui, tout ça. Michel. Oui, merci. Bravo Yves, comme toujours, très intéressant. Il y a une chose qui m'a frappée dans la communication, c'est justement la réaction des populations. Et il y a une sorte de dénominateur commun à chaque fois. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup, si on est hostile à la grande vitesse, c'est surtout, si je crois ne pas me tromper, du point de vue de l'insertion dans le paysage, de la destruction du paysage, et on ne valorise pas du tout justement l'énergie, on ne valorise pas du tout le fait que quand même le train est quand même moins polluant et le TGV est quand même moins polluant que l'avion entre Paris et Lyon ou entre les principales grandes capitales européennes. Par conséquent, et on revoit ça aussi avec le Lyon-Turin. Moi, j'ai beaucoup étudié et publié des études sur ce Lyon-Turin, et c'est quand même assez incroyable que des écologistes ne pointent pas sur la pollution atmosphérique, notamment, et qui insistent sur la destruction du paysage. Et donc, c'est quand même assez... Je préfère une étude sur ces milieux écologistes et le ferroviaire, ça me donne des idées. Oui, tout à fait. Et alors, la notion de paysage, elle est vraiment dominante, en fait, parce qu'il y a une bonne partie de la nébuleuse écologiste qui vient des milieux de l'ornithologie, des proches d'observation de la nature, des milieux proches des muséums d'histoire naturelle, d'une part, et les premières mobilisations, y compris dans le domaine du nucléaire, par exemple, se font autour de la question des paysages. Alors, il y a la question du risque, mais par exemple, la Fessenheim, c'est le comité pour la sauvegarde de la plaine du Rhin qui met en avant les paysages d'abord. Quelques mois plus tard, ce sera la question des dangers, des pollutions, etc. Mais à Paluel, c'est vraiment la question du paysage qui mobilise les oppositions au nucléaire aussi. Et l'insertion paysagère va être une façon de répondre à ces premiers mouvements et aussi de diviser les écologistes, très, très clairement. C'est-à-dire que lorsque EDF ou la SNCF vont travailler l'insertion paysagère, ils vont donner des garanties, on va dire, à des écologistes plus doux, et radicaliser les écologistes les plus revendicatifs. Voilà, donc c'est une façon aussi de diviser l'opposition. L'histoire de la traversée, donc le contournement de Lyon par le TGV en direction de la Méditerranée est tout à fait... On a même construit, ils ont dû construire des petits tunnels pour les crapauds, si je mes souvenirs, c'était... Je confirme radicalement dans le domaine, moi je suis spécialiste du transport d'électricité, pour des protections paysagères d'oiseaux, on fait des sacrifices considérables par rapport à la consommation d'énergie, le réchauffement, l'écologie, etc., par rapport à l'interconnexion. Donc on a besoin, si on veut de plus en plus d'énergie renouvelable, on a besoin de plus en plus de réseaux électriques aussi. Et c'est la même question. Et souvent même pour les usines hydroélectriques, etc. Donc on a ici le lobby paysager par rapport à d'autres formes écologistes est quand même ici en forme prioritaire. Ce qui explique aussi le retard du TGV entre Marseille et Nice, la l'Esterel. Si c'est les BAMS Capoccioni, SNCF Réseau, dans les projets aujourd'hui, la notion environnementale est en tout cas les enjeux environnementaux sont un sujet du quotidien, y compris l'épée de Damoclès des éventuels recours et des arrêts des travaux qui coûtent des millions d'euros. Et quand même, moi je me pose cette question-là parce que moi ça fait 20 ans que je suis à la SNCF et dans les enquêtes publiques pour ces projets, on trouve rarement de questions qui viennent de l'extérieur par rapport à cette énergie. Et comme on a énormément de questions sur tous les autres sujets liés à l'environnement, les déchets, l'eau, y compris la phase travaux,
et l'insertion paysagère, bien sûr. Je me posais une question concernant, est-ce que vous avez pu aborder la question de, est-ce que c'est la manière dont on présente les projets qui fait que on arrive en disant ben, c'est comme ça et on a travaillé avant et on a vu tous les aspects, du coup il n'y a pas de question, ou est-ce que vous avez pu voir dans d'autres aspects des modifications de l'évolution, y compris, alors c'est peut-être une question plus tard, mais des associations qui posent ces questions-là dans les enquêtes publiques, est-ce qu'elles-mêmes ont cette compétence énergie, et si elles ne l'ont pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Alors concernant les études d'impact, alors par exemple la première ligne de TGV n'était pas concernée par les études d'impact, mais depuis oui, et puis là où vous avez, enfin je vous rejoins complètement, hein, c'est que dans toute une série de matériel, y compris les sous-stations, etc., il y a quand même aujourd'hui une intégration de normes environnementales qui ne correspond absolument pas à la situation des années 70, hein, et on est, du point de vue de l'environnement, on n'est quand même pas, on n'est plus du tout dans le même monde. C'est absolument évident. Mais ici, ce que je trouve intéressant et ce que vous pointez, c'est le fait qu'on n'interroge pas, on ne questionne pas la SNCF sur justement cette question de l'origine de l'énergie. Ce n'est pas son métier, alors, voilà, ça c'est certain. Et elle a réussi à ne pas importer les débats énergétiques dans sa stratégie ou dans son quotidien ou dans son image. Voilà. Et ce qui est, du point de vue de la SNCF, c'est indéniablement une réussite. C'est-à-dire que les quelques conflits qu'il y a eu avec les militants antinucléaires, c'était en fait autour du trajet des déchets, des trains de déchets, et finalement pas du tout de l'origine du courant. Donc c'est, à mon avis, un positionnement stratégique dans la durée, bien mené, validé, qui évite aujourd'hui à la SNCF d'être interrogée sur l'origine du courant. Voilà. Bon, ce n'est pas un énergéticien, même si c'est un consommateur d'énergie considérable. Mais c'est pour ça que ce positionnement comme sur le transport, la mobilité, voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de long terme. Et justement, en dissociant un petit peu l'intérêt national, dans les années 70, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en gros, ce que Louis Armand fait pour la première partie, l'intérêt national autour du charbon, eh bien, ça se fracture dans les années 70 et la SNCF se dissocie quand même des autres entreprises, des autres secteurs. Voilà. Et c'est confirmé tout à fait aujourd'hui dans la question du débat LGV et GPSO, au fond, par rapport au positionnement écologique, même si le nucléaire, c'est loin d'être le premier élément mis en avant par rapport aux prises de position. Il y a toutes les autres formes de prise de position. De toute façon, on va rester à la question économique au financement, parce que de facto, il faut mobiliser les financements. Il faudrait peut-être que les écologistes fassent un peu plus de propagande, peut-être pour le photovoltaïque. En Italie, on est en avant, semble-t-il, par rapport à la France. La régie générale, puisque nous n'avons que 25 minutes de retard, ce qui est une performance. Donc il est temps, je suis désolé, il est temps de passer la parole à notre bienfaiteur programmateur qui va nous amener la lumière à tous les étages, dont Carlo passe à la croix, avant que les conclusions ferroviaires soient celles dans le duo. Merci. Merci, on va être rapide. Hein, peut-être Francis, ah bah tu arrives, c'est super. Non, c'était juste, alors en fait pour donner en 5 minutes 3 nouvelles de l'Axe. Donc en fait vous avez sur le blog, enfin on a un blog sur les carnets hypothèses, donc qui s'appelle train-écologie-hypothèse.org. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, hypothèse c'est un, alors je ne sais pas très bien le statut d'ailleurs, mais enfin c'est un hébergeur de blogs, de médiation, on va dire, de carnet de recherche, de médiation scientifique, etc. Et on a eu la chance de pouvoir en ouvrir un, Train et écologie, et on y accueille, vous voyez l'image, c'est une image qui ne vous étonnera pas vu qu'on en a parlé pas mal, de ces questions de fumée et de charbon, puisqu'on a dit que finalement le charbon c'était un peu la mère de tous les rapports à l'environnement du train. On y accueille des différents, alors sous la forme de petites publications, différents éléments tirés des travaux qui peuvent être faits autour ou agrégés à cet axe. Alors on a notamment des choses issues des étudiants et étudiantes boursières de l'association, et puis tout le travail que Romain avait mené
au début sur la question des traverses. Vous aurez plusieurs éléments sur les traverses, qui ont d'ailleurs fait venir notre photographe ce matin en ayant vu le blog. Et on a donc également une ouverture finalement à quiconque peut être intéressé à avoir des éléments à nous donner qui ne soient pas sous la forme d'une publication scientifique passée par toutes les fourches codines, etc., mais plutôt sous une forme de communication complémentaire et probablement adressée à un public plus large. Et donc, moi, je passe aussi un appel au fait que celles et ceux qui auraient des éléments ou des idées à venir, à partir de ce colloque d'ailleurs, ou d'autres choses, sont les bienvenus pour nous proposer des publications. Sur l'Axe, on avait lancé initialement, avant le Covid, plusieurs idées. Et puis, bon, il faut dire que le Covid a quand même pas mal bousculé les choses, que les archives ont été plus ou moins ouvertes, fermées, etc. On a néanmoins toujours en tête, on verra ce qu'on en fait, je sais, ça dure combien là, c'est jusqu'à 2023, 2024, enfin voilà, bon, comme on veut. On voit que ce colloque aujourd'hui a permis enfin hier aussi, de montrer qu'il y a beaucoup de pistes qui s'ouvrent. Yves vient de montrer tout l'intérêt qu'il y aurait à s'intéresser aux années 70 et à la politique environnementale de la SNCF à sa naissance jusqu'à aujourd'hui, au positionnement, etc. Donc ça, on l'avait bien repéré et on aimerait bien lancer un truc là-dessus. Et puis, il y avait aussi l'idée de s'interroger, non pas par les matérialités, comme on l'a fait depuis hier, aujourd'hui, mais de s'interroger peut-être à une autre échelle sur les relations entre l'environnement et le chemin de fer. L'échelle beaucoup plus large, celle, la grande échelle géographique, du rapport au paysage, à l'envie d'aller ailleurs, enfin, au cadre de vie, etc. Et aux équilibres des territoires aussi, hein, du fait que le train a permis de relocaliser tout un tas de choses, de déplacer les populations, les industries, etc. Et donc de contribuer à former un territoire qui, d'un point de vue environnemental, n'est plus celui qu'on a pu connaître il y a un siècle ou et demi. Et donc peut-être essayer d'interroger aussi cette dynamique-là. On va voir, on avait peut-être envisagé d'en faire un numéro de revue, mais il faudrait faire un appel. Évidemment, auquel vous serez toutes et tous heureuses et heureux de répondre, j'espère. Voilà. Donc, je vais laisser la parole pour conclure à Francis Bossir, notre président du comité scientifique. Merci. Avant de passer à ce petit exercice, je voudrais, au nom de nous tous, je pense, remercier vraiment les organisateurs de ces 2 journées. Voilà. Ne vous fatiguez pas trop en applaudissements, je vais vous en demander d'autres, parce qu'il y avait l'organisation du point de vue scientifique et puis la logistique absolument parfaite. Voilà, alors mon exercice à moi, c'est, on a dit, conclure. Et je pense que le seul mot que j'ai envie de dire, si je n'ai qu'un mot à dire, c'est surtout ne pas conclure. Conclure, ça veut dire fermer. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas fermé, on a ouvert. Donc, ni clore, ni clôturer ces journées. Clore, ça veut dire qu'il faut poursuivre. Je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde. Nous avons ouvert, vous avez ouvert un certain nombre de chemins. Clôturer, c'est quelque chose de plus géographique, de plus matériel. Même si la clôture est faite de traverses de chemin de fer, comme on a vu ce matin, ne pas clôturer, ça veut dire ne pas fermer cette sorte d'interdisciplinarité que nous sentons pouvoir être à sa place dans ce genre de questions qui sont abordées. Donc voilà, ça c'est le premier point, ne pas conclure aujourd'hui. Le deuxième point, c'est une impression personnelle, c'est la réussite de l'appel à contribution. Je pense que c'est un grand succès, indépendamment du contenu des interventions. J'ai entendu, tout à l'heure, vous pouviez le dire, mais ce matin aussi, les architectes du réemploi, si je puis dire. On dit, c'est en lisant l'appel à contribution que nous avons eu l'idée de nous intéresser au réemploi, parce qu'au fond, ça n'est ni notre sujet de travail professionnel comme architecte à la RED, ce n'est pas non plus notre travail de recherche. Ça veut dire que cet appel à contribution a donné des idées. Alors, c'est ça, le succès d'un appel à contribution, et c'est pour ça que toute cette démarche que tu viens d'indiquer doit évidemment elle-même être poursuivie.
Alors, si je continue de vous livrer mes impressions personnelles, mais évidemment, chacun d'entre vous fait exactement la même chose avec vos propres conclusions. Bon, je vois bien que quand on aborde cette question du rapport entre le chemin de fer et l'environnement au sens large, on voit bien qu'on peut l'aborder de différentes façons. Et c'est ça qui est tout à fait riche dans ces 2 journées, et c'est ça qui ouvre toutes ces portes qui nous mènent sur cette problématique. On peut l'aborder, on l'a vu, par les milieux géographiques. On voit bien que le chemin de fer, c'est un dévoreur de ressources. Quand il arrive finalement dans des milieux socio-économiques, dans des milieux naturels, on a vu qu'avec le thème de l'eau, on avait probablement quelque chose de tout à fait intéressant. Ça a été abordé à plusieurs reprises, cette espèce de connivence, de conflit parfois entre le réseau hydrographique et le réseau ferroviaire. On l'a vu avec la question des tracés plateau-vallée, on l'a vu ensuite avec les inondations, mais il n'y a pas que les inondations. C'est vrai que l'installation du chemin de fer a modifié le régime des eaux. Et puis on le voit dans le conflit d'usage de l'eau, avec les riverains en particulier. Donc autour du thème, de ce thème des 2 réseaux qui se rencontrent, qui dialoguent et qui sont parfois en conflit, le réseau hydrographique et le réseau ferroviaire, on a une espèce de rencontre entre ce que j'appellerais l'hydrologie et l'hydraulique. Voilà, j'ai retenu ça de ces 2 journées. À plusieurs reprises, cette question est revenue. Bon, et puis l'autre façon de rentrer dans cette question du rapport entre le chemin de fer et puis l'environnement, c'est par les objets. Et ça, c'est pour moi une découverte extrêmement intéressante. On a vu hier, bon, on l'a vu avec la palette. Reconstruisons un système socio-économique à partir de la palette. On a parlé on peut le faire avec le ballast, si j'ai bien compris. Ce matin, on a vu que le Parc Escarbil pouvait être aussi un bon point d'entrée dans la question. Et j'étais en train de me dire, finalement, est-ce que quelqu'un un jour aura l'idée de nous reconstruire l'éco-socio-système chemin de fer et environnement à partir du tiers-fond? Pourquoi pas? On devrait pouvoir essayer. Voilà, donc entrer par les objets, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait original et qui touche. Alors, les objets sont des choses. Évidemment, chacune de ces choses parle aussi des gens qui vont avec les choses. Voilà. Alors, un mot pour terminer, et je fais très attention de ne pas utiliser le verbe conclure, évidemment. Donc, une impression, pour finir, c'est qu'en fait, ces rencontres scientifiques, c'est une sorte d'inauguration, je pense, aujourd'hui, d'une piste de recherche, alors de recherche au pluriel, et pas pluridisciplinaire. J'insiste bien sur cette différence, plutôt interdisciplinaire. On a vu que c'est ça qui pouvait produire quelque chose aussi d'innovant dans la façon de chercher et de produire du résultat. Et puis, évidemment, cette façon de poser la question de l'environnement et du chemin de fer est parfaitement en phase avec une préoccupation qui est en train de monter comme un débat de société. Hein, c'est le rapport des activités humaines avec le climat d'une part et avec la biodiversité d'autre part. Ce sont des questions qu'on a vu apparaître et qui évidemment aujourd'hui font une partie du débat public. Donc j'ai envie de dire pour terminer, aujourd'hui seulement, au revoir, mais peut-être surtout plutôt, Arnaud, à bientôt. Voilà, merci beaucoup.